illustration du chapitre 2. Est-ce que c'est la vraie tante? On verra bien. En tout cas, ça, c'est la vraie maison. Voilà, ce à quoi elle ressemble. On n'oublie pas, les illustrations sont de Brett Elquist. Chapitre 2. Et ici, vous avez la chaudière, indiqua tante Agrippine, désignant d'un long doigt blanc un antique appareil de chauffage. Je vous en prie, n'y touchez jamais. Il vous arrivera sans doute de trouver cette maison froide. Je n'allume jamais cette chaudière, j'ai trop peur qu'elle explose, si bien qu'il fait souvent un peu frisquet, ici en soirée. Violette et Klaus échangèrent un regard bref sous le regard aigu de Prunille. Tante Agrippine leur offrait une visite guidée de leur nouveau logis, et, à ce stade, il était clair qu'elle se méfiait d'à peu près tout ce qui s'y trouvait, depuis le paillasson, sur lequel on pouvait trébucher au risque de se tordre le cou, au canapé du séjour, qui pouvait s'écrouler à tout moment et transformer en galette quiconque s'y serait assis. Et ici vous avez le téléphone, poursuivit tante Agrippine, à n'utiliser qu'en cas d'urgence absolue, à cause du risque d'électrocution, vous comprenez. Ah, dit Klaus, pourtant j'ai lu pas mal de choses concernant ce genre de risque, je dirais que le téléphone est sans danger, sauf bien sûr en cas d'orage. Les mains de tante Agrippine s'envolèrent vers son chignon comme si quelque chose venait de lui sauter sur la tête. « Oh !» fit-elle. « Il ne faut pas croire tout ce qu'on lit. »« Un téléphone ?» insista Violette. « J'en ai construit un de toutes pièces. Si vous voulez, je pourrais démonter celui-ci et vous montrer comment il marche. Ça vous rassurera, je crois. »« Je n'en crois rien, » dit tante Agrippine, la mine sombre. « Delmo !» proposa Prunille, ce qui signifiait sans doute « Moi, ce téléphone, si vous voulez, je peux le mordre un bon coup pour vous prouver qu'il n'est pas méchant. »« Delmo !» répéta tante Agrippine, ramassant un petit fil de laine sur une fleur du tapis fané. « Qu'est-ce que tu veux dire par « Delmo » ? Je me flatte d'avoir un vocabulaire très riche, et pourtant je n'ai encore jamais rencontré ce mot. Elle se tourna vers les aînés. Parlerait-elle une autre langue ? Prunille ne parle pas encore très bien, il faut l'excuser, dit Klaus en prenant sa petite sœur dans ses bras. Pas couramment, en tout cas, sauf en langage bébé, bien sûr. Crouni, protesta Prunille, ce qui signifiait clairement « Redis-le pour voir que je parle bébé ». En ce cas, conclut tante Agrippine un peu raide, il va falloir que je lui apprenne à parler correctement. D'ailleurs, quelque chose me dit qu'un brin de grammaire vous fera le plus grand bien à tous trois. La grammaire est l'une des joies de l'existence, ne croyez-vous pas? La grammaire et sa sœur, l'orthographe. Les enfants s'entre-regardèrent. Parmi les joies de l'existence, Violette aurait plutôt cité le plaisir d'inventer des objets, Klaus les délices de la lecture, et Prunille la volupté de mordre à belles dents, peu importait dans quoi. Leurs opinions sur la grammaire, toutes ces règles sur l'art d'écrire et de parler correctement, étaient en gros la même que sur le pain à la banane. Pas mal, mais pas de quoi en faire un plat. D'un autre côté, il semblait impoli de contredire tante Agrippine. « Oui, » dit Violette, « nous avons toujours adoré la grammaire et l'orthographe. » Tante Agrippine approuva d'un début de sourire. « Bien, maintenant je vais vous montrer votre chambre et nous achèverons la visite après dîner. Pour ouvrir cette porte, poussez ici sur le battant. Ne vous servez jamais de la poignée. J'ai toujours peur qu'elle vole en éclats et un éclat dans l'œil, c'est si vite arrivé. » Les enfants commençaient à se demander s'ils seraient autorisés à toucher un seul objet de cette maison, mais ils sourirent bravement à leur tante Agrippine. Violette poussa le battant comme indiqué, et la porte s'ouvrit sur une pièce au mur tout blanc, vaste et lumineuse, avec un tapis bleu au sol. 3 lits s'alignaient là, 2 grands et un petit, chacun garni d'un jeté bleu et muni d'un coffre à son pied. À l'autre bout de la pièce se dressait une vaste armoire pendrie, juste à côté d'une petite fenêtre et d'une pyramide de boîtes de conserve dont on se demandait bien ce qu'elle faisait là. « Je suis désolée d'être obligée de vous mettre tous 3 dans la même chambre, » dit tante Agrippine, « mais cette maison n'est pas très grande. J'ai essayé de fournir à chacun ce dont il aura besoin. J'espère que vous y serez à l'aise. » « Je suis certaine que oui, » assura Violette, posant sa valise. « Merci beaucoup, tante Agrippine. » Hésita tante Agrippine. Dans chacun des coffres, il y a un cadeau. Des cadeaux ? Les enfants Baudelaire n'avaient pas reçu de cadeaux depuis très très longtemps. Tante Agrippine, tout sourire, s'approcha du premier coffre et l'ouvrit. Pour Violette,
annonça-t-elle, une jolie poupée toute neuve avec sa garde-robe. Elle plongea le bras dans le coffre et en sortit une poupée à la bouche en cœur et aux grands yeux ronds. Adorable, n'est-ce pas? Elle s'appelle Penny Jolie. Oh, merci, murmura Violette, bien trop grande pour aimer encore les poupées qu'elle n'avait jamais tellement aimées, de toute manière. Avec un sourire forcé, elle prit Penny Jolie et tapota la petite tête blonde. « Et pour Klaus, dit tante Agrippine, un train miniature. » Elle ouvrit le second coffre et en sortit un wagon minuscule. « Tu pourras monter les rails ici, dans cet angle de la pièce. »« Génial !» murmura Klaus avec un enthousiasme suspect. Klaus n'avait jamais beaucoup aimé les trains miniatures. Le montage était tout un cirque, et après ça, on se retrouvait avec un truc idiot qui tournait en rond indéfiniment. « Et pour la petite Prunille ?» enchaîna tante Agrippine, ouvrant le plus petit coffre au pied du plus petit lit. « Un hochet. Écoute, Prunille, tu entends le joli bruit qu'il fait ?» Prunille sourit à tante Agrippine de ses 4 dents de castor, mais ses aînés savaient bien qu'elle avait horreur des hochets, et plus encore des bruits horripilants qu'il faisait à la moindre secousse. Prunille avait reçu un hochet, bébé. C'était la seule chose qu'elle n'avait pas regretté de perdre dans le terrible incendie qui avait anéanti la maison Baudelaire. « Oh, c'est gentil à vous de nous offrir tout ça, » dit Violette. « Merci 1000 fois. » Elle était trop bien élevée pour préciser qu'aucun de ces cadeaux ne les emballait particulièrement. « Ma foi, je suis heureuse de vous avoir ici, mes bons petits, » dit tante Agrippine. « J'aime tant la grammaire et l'orthographe. Ce sera une joie pour moi de partager ces belles disciplines avec 3 gentils enfants comme vous. Bien, je vous abandonne quelques minutes, le temps de vous installer, et ensuite nous pourrons dîner. À tout de suite. » Tante Agrippine, s'informa Klaus, ces boîtes de conserve, c'est pour quoi faire? Tante Agrippine retapa son chignon. Ces boîtes vides? C'est contre les cambrioleurs, bien sûr. Vous avez assurément autant peur des voleurs que moi. Aussi, chaque soir, vous n'oublierez pas de placer ces boîtes devant la porte. Si des cambrioleurs entrent ici, ils se prendront les pieds dedans et le tintamarre vous réveillera. Coucou Théa, merci pour le read. J'espère que ta session de coworking sans micro ni caméra s'est bien passée, que ça va, tu arrives à te reposer et à survivre à la chaleur. Voilà, nous sommes au tout début du 3e tome, que vous voyez, c'est la même couverture. 3e tome des désastreuses aventures des orphelins Baudelaire. Donc, si vous voulez vous poser avec une voix douce et concordante, je sais pas si elle est douce et concordante, mais vous avez compris. Eh bien, c'est le moment ou jamais. Ils sont arrivés chez leur tante Agrippine, qui a peur de tout, qui est très anxieuse. Je me reconnais un peu en elle. Et qui adore la grammaire et l'orthographe. Et nous, je pense que ça va. J'espère. N'hésite pas à aller suivre Théa Cake, qui est la personne qui a créé mon magnifique carnet d'écriture. Voilà. Que je vous ai montré plusieurs fois. Le orange avec le ruban bleu. Tant qu'elle ne ramène pas un prêtre. Oh, j'ai la ref, Fridou. Je l'ai 100%. Bon, bref, elle met des boîtes de conserve devant la porte si jamais il y a des voleurs le soir. Désolée, je vous accueille pas non plus des masques en ligne. Ainsi va la vie. Violette n'aimait pas trop l'idée. Mais qu'est-ce qu'on fera à ce moment-là face à des cambrioleurs furieux? Tant qu'à être cambriolée, j'aimerais autant dormir tout du long. Tante Agrippine ouvrit de grands yeux effarés. Des cambrioleurs furieux? Et de quoi parles-tu, ma fille? Tu veux donc nous effrayer? Bien sûr que non, bredouilla Violette, se retenant de faire observer que c'était tante Agrippine, la première, qui avait parlé de cambrioleurs. Je vous demande pardon. Je ne voulais pas vous faire peur. Parfait. N'en parlons plus, conclut tante Agrippine avec un regard de biais vers les boîtes, à croire qu'un cambrioleur trébuchait dessus à l'instant même. Je vous attends à table d'ici quelques minutes. Elle referma la porte et les enfants la laissèrent s'éloigner avant de reprendre la parole. Tiens, Prunille, dit Violette en tendant la poupée à sa cadette. Tu peux prendre Penny Jolie. Le plastique m'a l'air dur à souhait, idéal pour te faire les dents. Tiens, Violette, dit Klaus en tendant le train miniature à son aîné. Tu peux prendre ce truc machin. Tu trouveras peut-être le moyen de le démonter pour inventer quelque chose. Mais toi, dit Violette, tu te retrouves avec le hochet? C'est un peu injuste.
Chloupa, dit Prunille, ce qui signifie en gros « parce que vous envoyez, vous, de la justice dans nos vies ». Ses aînés se turent. Prunille avait raison. Quoi de plus injuste que d'avoir perdu, du jour au lendemain, vos 2 parents dans un incendie? Quoi de plus injuste que d'être poursuivi, toujours et partout, par un odieux comte Olaf qui ne s'intéresse qu'à vos sous? Quoi de plus injuste que d'être accablé des pires coups du sort, comme si vous étiez à bord de quelque sinistre autobus, ne s'arrêtant qu'aux stations aux Poisses, Guignes et des Vennes? Et quoi de plus injuste, bien sûr, que de se retrouver avec un hochet pour toute distraction dans une maison inconnue? Violette étouffa un soupir. Le plus bête, dit-elle d'une petite voix triste, c'est que tante Agrippine s'est donné un mal fou pour aménager cette chambre et nous faire plaisir. Elle a bon cœur, je crois. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre. C'est vrai, dit Klaus en secouant vaguement son hochet. Nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Twif, dit Prunille, ce qui signifiait sans doute vous avez raison tous deux, nous n'avons pas le droit de nous plaindre. Klaus gagna la fenêtre et regarda le jour déclinant. Sur l'encre bleu-noir du lac chaud de larmes, un petit vent se levait, aigrelet. Même à travers la vitre, Klaus sentait son haleine froide. Sauf que j'ai quand même bien envie de me plaindre, conclut-il. Au même instant, monta la voix de tante Agrippine. « Les enfants, à la soupe !» Violette pressa l'épaule de son frère affectueusement et, sans un mot, les 3 enfants gagnèrent la salle à manger. Tante Agrippine avait mis le couvert pour 4, sans oublier un gros coussin, afin de rehausser Prunille, ni une pyramide de boîtes de fer blanc dans un angle au cas où des cambrioleurs se seraient mis en tête de faire un hold-up sur le dîner. Le plus souvent, dit-elle aux enfants, on appelle à la soupe, sans qu'il y ait de soupe au menu. C'est une autre façon de dire à table. Mais moi, voyez, j'ai bel et bien préparé de la soupe. Oh, bonne idée, dit Violette. Rien ne vaut une bonne soupe chaude par une soirée frisquette. En fait, ce n'est pas une soupe chaude, précisa tante Agrippine. Je ne cuisine jamais rien de chaud. Je n'ose pas allumer le fourneau, j'ai bien trop peur qu'il explose. Non, non, je vous ai préparé une bonne soupe de concombres glacés. Les enfants camouflèrent leur déception. Comme vous le savez sans doute, la soupe de concombres glacés est un régal partant de canicule. Pour ma part, je m'en suis délectée en Égypte chez un ami charmeur de serpents. Bien préparée, la soupe de concombres glacés a une exquise saveur de coriandre, merveilleusement rafraîchissante, et elle apaise la faim comme la soif. Mais par temps froid, dans une pièce balayée de petits vents coulis, la soupe de concombre glacée est à peu près aussi bienvenue qu'un essaim de guêpe au milieu d'une noce. Dans un silence funèbre, les enfants s'attablèrent et firent de leur mieux pour ingurgiter la mixture polaire. On n'entendait rien d'autre que les dents de Prunille tintant contre sa cuillère. Peut-être l'avez-vous déjà constaté. À table, quand personne ne dit mot, le temps s'étire indéfiniment. Aussi est-ce après une éternité, ou au moins une demi-éternité, que tante Agrippine rompit le silence. « Mon défunt mari et moi, dit-elle soudain, n'avons jamais eu d'enfant. L'idée nous faisait trop peur. Mais je tiens à ce que vous sachiez combien je suis heureuse de vous accueillir sous mon toit. Je me sens souvent bien seule ici, sur cette hauteur, et quand M. Pau m'a écrit pour me mettre au courant de vos malheurs, je me suis dit « Pauvre petit, je ne veux surtout pas qu'il se sente aussi seul au monde que moi quand j'ai perdu mon cher Ignace. » Ignace, c'était votre mari s'enquit Violette. Tante Agrippine sourit, mais sans regarder Violette, comme si elle s'adressait à elle-même plutôt qu'aux enfants Baudelaire. « Oui, répondit-elle d'un ton lointain, c'était mon mari, mais c'était bien davantage. C'était mon meilleur ami, mon partenaire en grammaire, la seule personne de ma connaissance à savoir siffler avec un petit beurre entre les dents. »« Maman aussi savait le faire, » dit Klaus. Sa spécialité, c'était la 14e symphonie de Mozart. Ignace sifflait plutôt le 4e quatuor de Beethoven. Apparemment, c'est de famille. Dommage que nous ne l'ayons pas connu, dit Violette. À vous entendre, il devait être merveilleux. Oh, il l'était, dit tante Agrippine, soufflant sur sa soupe pour la réchauffer. Quel chagrin j'ai eu à sa mort. J'avais l'impression de perdre les 2 choses auxquelles je tenais le plus au monde. 2 s'étonna Violette. Comment ça? J'ai perdu Ignace, dit tante Agrippine, mais j'ai perdu aussi le lac chaud de larmes. Bon, je ne l'ai pas perdu vraiment, bien sûr. Il est toujours au creux de sa vallée. Mais je vais vous expliquer. J'ai grandi sur ses rives.
Jadis, je m'y baignais tous les jours. Je savais dans quel crique il y avait du sable doux aux pieds. Je connaissais tous les îlots, les îles, les presqu'îles, toutes les grottes le long de ses rives. Le lac Chaud-de-Larme était un ami. Mais quand il m'a pris mon pauvre Ignace, je me suis mise à avoir peur de lui. Je n'ai plus voulu m'en approcher. J'ai cessé d'aller m'y baigner. Je n'ai plus mis les pieds sur une plage. J'ai retiré de mes étagères tous les livres que j'avais sur ce lac. La seule chose de lui que je supporte encore, c'est la vue que j'en ai par la grande baie de la bibliothèque. Klaus se redressa, émoustillé. « Bibliothèque ? Vous avez une bibliothèque ?»« Naturellement. Où voudrais-tu que je range mes livres de grammaire ? J'ai une idée. Si vous ne voulez plus de soupe, je vais vous montrer la bibliothèque. »« Moi, en tout cas, déclara Violette en toute sincérité, j'aurais du mal à avaler une cuillerée de plus. »« Il manque !» approuva Prunille. « Non, non, Prunille, la reprit fermement Tante Agrippine. Irmanque n'est pas un mot de notre belle langue. Tu dois dire, moi aussi j'ai fini de souper. Irmanque, soutint Prunille. Bonté divine, gémit Tante Agrippine. De solides leçons de grammaire et de vocabulaire ne seront pas de trop. Raison de plus pour nous rendre à la bibliothèque. Venez les enfants. Abandonnant leur bol de soupe aux 3/4 plein, les enfants suivirent Tante Agrippine, attentifs à ne rien effleurer au passage. Au bout du couloir, Tante Agrippine fit halte et poussa une porte comme les autres. Mais la pièce qui apparut n'était en rien comme les autres. Ni carrée, ni rectangulaire, la bibliothèque de Tante Agrippine s'inscrivait dans un ovale parfait. Une moitié de l'ovale était tapissée de livres tout au long d'étagères délicatement incurvées afin d'épouser le mur. Et tous ces livres, jusqu'au dernier, traitaient de grammaire, d'orthographe et de beau langage. Il y avait une grammaire générale et raisonnée, en 20 volumes sagement alignés, au dos frappé d'or. Il y avait d'énormes grimoires sur les verbes, leurs conjugaisons, leurs histoires. D'autres sur les prépositions, les conjonctions, les locutions, ainsi qu'un cours de grammaire historique en 4 tomes, à côté d'un nouveau dictionnaire à l'usage des écoles et des familles, qui n'avait pas l'air si nouveau que ça. Il y avait d'imposants traités sur les adjectifs et les adverbes, paradant derrière une vitrine, comme autant d'objets précieux. Au milieu de la pièce, 4 fauteuils à l'air moelleux attendaient les lecteurs, chacun avec un appuie-tête et repose-pied pour une meilleure digestion du savoir. Mais c'est l'autre moitié de l'ovale, plus encore que les rayonnages, qui capta l'attention des enfants. Car du sol au plafond, d'un bout à l'autre de la pièce, la paroi était en verre, et cette immense baie vitrée offrait une vue grandiose sur le lac en contrebas. Les enfants s'approchèrent pour mieux voir, et aussitôt ils eurent l'impression de prendre leur vol au-dessus des eaux sombres. « C'est la seule façon dont je supporte encore de regarder ce lac, » murmura Tante Agrippine. « De loin. Si j'en approche immédiatement, je revois ce dernier pique-nique sur la plage avec mon regretté Ignace. Je le lui avais dit pourtant d'attendre 1 heure après le repas avant de se baigner. Il n'a attendu que 3/4 d'heure. Il croyait que ce serait suffisant. »« Et il a eu une conjection ?» demanda Klaus. « Il paraît que c'est ce qui arrive quand on se baigne moins d'1 heure après un repas. »« C'est une raison d'attendre, en effet, dit Tante Agrippine. Mais dans le lac Chaud-de-Larme, il y a une autre raison. Si vous ne laissez pas s'écouler 1 heure au moins après un repas, les sangsues du lac détectent sur vous l'odeur des bonnes choses et passent à l'attaque. »« Sangsues ?» répéta Violette. « Oui, dit Klaus. Tu sais bien, ces bestioles un peu comme des vers qui vivent en eau douce. Elles sont aveugles et, pour se nourrir, elles s'accrochent à toi comme des ventouses et te sucent le sang. »« Quelle horreur !» frissonna Violette. « Fouga !» cria Prunille, ce qui signifiait sans doute « Mais quelle idée d'aller se baigner dans un lac infesté de sangsues !»« Les sangsues du lac Chaud-de-Larme, reprit Tante Agrippine, sont des sangsues uniques au monde, très différentes des sangsues communes. Elles ressemblent plutôt aux sangsues tropicales, mais au lieu de 3 dents acérées, chacune est équipée de 6 rangées de dents minuscules, hyper pointues. Et leur odorat ultra-sensible leur permet de détecter la plus infime trace de nourriture à des kilomètres à la ronde. Les sangsues Chaud-de-Larme sont d'ordinaire inoffensives et se contentent de proies modestes, comme de très petits poissons. Mais lorsqu'elles repèrent une odeur comestible sur un être humain, elles l'encerclent par centaines et... Le regard de Tante Agrippine s'embua. Elle tira de sa poche un petit mouchoir rose, s'en tamponna les yeux et reprit d'une voix étranglée. « Je suis désolée. »«
On ne devrait jamais terminer une phrase sur la conjonction « et », mais je suis tellement bouleversée chaque fois que je songe à ce drame. C'est nous qui sommes désolés d'avoir abordé la question, dit Klaus. Nous ne voulions pas vous faire de la peine. Ce n'est rien, dit tante Agrippine, repliant son mouchoir avec soin. Simplement, voyez-vous, je préfère songer à Ignace de quantité d'autres façons. Par exemple, il avait toujours adoré le soleil. Aussi, j'aime à me dire que là, où il est maintenant, le soleil brille comme nulle part ailleurs. Évidemment, personne ne sait ce qu'il y a après la mort. Mais je trouve plus plaisant d'imaginer mon pauvre mari dans un pays merveilleux. Pas vous? Si, moi aussi, dit Violette. Beaucoup plus. Elle avala sa salive. Elle aurait voulu dire autre chose à tante Agrippine. Mais quand on ne connaît une personne que depuis 1 heure ou 2, il est très difficile de deviner ce que cette personne aimerait entendre. Tante Agrippine, reprit-elle, timide, vous n'avez jamais pensé à aller vivre ailleurs? Je ne sais pas, mais peut-être que si vous habitiez loin du lac Chaude-Larme, vous vous sentiriez un peu mieux. On irait avec vous, ajouta Klaus. Oh, je serais incapable de vendre cette maison, dit tante Agrippine avec un frisson. J'ai une sainte terreur des agents immobiliers. Les 3 jeunes Baudelaire échangèrent des regards furtifs. Une sainte terreur des agents immobiliers? Aucun d'eux n'avait jamais entendu parler de cette sainte terreur-là. Il existait 2 sortes de peurs. Les peurs rationnelles et les peurs irrationnelles. Autrement dit, les peurs justifiées et celles qui ne le sont pas. Par exemple, pour les enfants Baudelaire, avoir peur du comte Olaf était parfaitement rationnel. Ce sinistre personnage ne rêvait que de les supprimer pour faire main basse sur leur héritage. En revanche, s'ils avaient eu peur de la tarte au citron meringuée, c'eût été une peur irrationnelle. La tarte au citron meringuée est un excellent dessert qui n'a jamais fait de mal à une mouche. De même, la peur d'un monstre caché sous le lit n'a rien d'irrationnel du tout. Il pourrait fort bien y en avoir un prêt à vous happer les pieds. En revanche, avoir peur des agents immobiliers est totalement irrationnel. Non, mais bon. Les agents immobiliers, comme chacun sait, ont pour métier d'aider les gens à vendre ou à acheter des logements. Le pire que puisse faire un agent immobilier, en plus de porter un costume hideux, ce dont n'importe qui est capable, c'est de vous infliger la visite d'un appartement hideux. Il est donc totalement irrationnel d'en avoir une sainte peur. Ce type de peur, lorsqu'elle tend à s'installer, est considérée comme une maladie appelée phobie. À l'évidence, tante Agrippine souffrait d'une belle collection de phobies. Oh, pas Stéphane Plaza, Ridou, non, pas lui. Tout, mais pas lui. Ce soir-là, tout en regardant la nuit absorber le lac sombre, Violette, Klaus et Prunille sentirent monter en eux une crainte sourde. Ce n'était pas une phobie, mais le plus grand expert en terreur aurait été bien en peine de dire si cette peur était rationnelle ou pas. La crainte des enfants Baudelaire était de voir une nouvelle catastrophe s'abattre sur eux. D'un côté, c'était une peur irrationnelle. Tante Agrippine semblait bien brave et le comte Olaf n'était nulle part en vue. D'un autre côté, les 3 orphelins avaient déjà connu tant d'infortunes qu'il semblait totalement rationnel de penser qu'une nouvelle calamité se mijotait en coulisses.